RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer, nous sommes au ministère des Outre-mer où ce soir Manuel Valls a souhaité les vœux de 2025 avec un certain nombre de personnalités, des associations présentes. Et il renoue un peu avec ces traditions qui existaient ici, puisqu'il y a quelques années, ça ne se faisait pas depuis 2 ou 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Il a même indiqué que le 13 juillet, les manifestations du 13 juillet allaient reprendre aussi ici rue Dino. Je vous propose d'écouter le discours de Manuel Valls et puis les quelques réactions que nous avons reçues, recueillies pour vous suite à ce discours du ministre des Outre-mer, ici, rue Dino. Je ne veux pas être long, mais tout simplement vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir et une grande joie que je vous accueille ici, à l'hôtel de Montmorin, au cœur de la maison, de votre maison pour la plupart, une maison de plus de 2 millions d'ultramarins de France, ainsi que près d'1 million qui vivent dans ce qu'on appelle l'Hexagone. Il faut faire très attention aux mots. Ils ont tous leur poids. Nous sommes réunis pour partager, c'est comme cela que nous l'avons souhaité, un moment de convivialité et dresser en quelques minutes, ne vous inquiétez pas, mes priorités pour cette année 2025. Et ce n'est pas inutile d'avoir un moment convivial dans ces moments incertains, périlleux et troubles. En tout cas, votre présence nombreuse est le signe manifeste de votre attachement à cette maison, de votre engagement, de votre attachement et de votre dévouement pour les territoires ultramarins. Et je veux vous remercier chaleureusement et j'espère que nous l'avons tous en partage. Élus, associations, entreprises, sportifs, intellectuels, artistes, agents de l'État, mais évidemment tous symbolisés par la présence de Miss France. Vous pouvez l'applaudir. Vous êtes les uns et les autres. Oui, je vois qu'il y a de la curiosité. Je pensais que vous étiez venus pour moi. Je vois que ce n'est plus le cas. Vous êtes tous les 1000 visages, heureusement vous n'êtes pas 1000 ici pour des raisons de sécurité, du potentiel, la force, de la diversité de la France ultramarine. Et dans ce ministère, vous trouvez à la fois les équipes du cabinet, mais aussi de la direction générale des Outre-mer, et je salue, parce que je le vois de loin, M. Jacob, son directeur général. L'année 2024 a été marquée par des défis et des événements majeurs. Je n'ai pas besoin de les rappeler, des crises sanitaires, des catastrophes climatiques et de fortes turbulences politiques et économiques. Mais je crois que la gravité du moment nous oblige à agir peut-être différemment, et en tout cas faire preuve collectivement, bien sûr, d'audace et de courage. Et c'est dans cet esprit que j'aborde l'année 2025. Je suis convaincu qu'avec la force de notre engagement collectif, cette année, en tout cas c'est mon souhait, c'est mon vœu, sera porteuse d'avancées pour les Outre-mer. Et devant vous, permettez-moi de formuler 3 souhaits. Que nous nous retrouvions ici lors des vœux pour 2026. Cela implique... Merci. Cela implique que mon CDD dure un peu plus que la moyenne actuelle. Dans la salle d'accueil d'en bas, il y a une magnifique Marianne noire et il y a aussi les portraits de tous les ministres délégués ou secrétaires d'État depuis le début de la Ve République. Il n'y a pas
évidemment pour des raisons historiques que chacun comprendra, les nombreux ministres de ce ministère qui avaient d'autres appellations sous la 3e ou la 4e République. Mais le mouvement s'est dangereusement accéléré ces dernières années. Je ne suis que le 8e ministre des Outre-mer depuis 2017 et le 6e depuis 2022. Mais ne vous inquiétez pas, ou vous réjouissez pas, je resterai. Le deuxième vœu, c'est que nous nous retrouvions plus sérieusement ici pour la fête de la musique, le 21 juin prochain, pour célébrer ces artistes qui font la culture, l'histoire et la richesse des Outre-mer. Et mon troisième, ne croyez pas que je ne souhaite que des rendez-vous autour de la fête, que nous nous retrouvions, que nous renouions ici le 13 juillet pour la traditionnelle, il y a un écho, pour la traditionnelle garden party. Moi j'ai beaucoup de... Ça fait longtemps. Oui, mais moi j'ai les bons souvenirs. Et on va venir, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai de très bons souvenirs et donc il faut que nous retrouvions ici juste avant de célébrer la fête du 14 juillet. Nous serons en concurrence avec la cérémonie qui a lieu au ministère des Armées, mais ici il y avait des atouts qu'aucun autre ministère peut offrir. Et que je souhaite relancer ce moment et le réinventer dans un esprit de partage et un esprit convivial qui caractérise ou qui doit caractériser ces lieux. Je tiens à ce que les portes de cette maison, qui est la vôtre, restent largement ouvertes, en particulier pour les événements culturels qui doivent porter haut les voix des cultures ultramarines. C'est pourquoi je vous lance un appel. Je suis à l'écoute de vos propositions pour mettre en lumière, j'ai beaucoup de rendez-vous autour de cela, des artistes, des chanteurs, des écrivains, des poètes, et tous les projets qui transmettent la culture et les identités des Outre-mer. Évidemment, il y a le passé, parfois tourmenté, difficile, mais il y a aussi une belle diversité, il y a une grande modernité, il y a la jeunesse, et puis des cultures qui sont de plus en plus imbriquées dans la réalité du monde, de la globalisation bien sûr, mais aussi des espaces régionaux dans lesquels nos territoires, vos territoires ultramarins se trouvent. Et je veux faire de la culture, y compris un élément important du prochain comité interministériel des Outre-mer. On a souvent une forme de nostalgie, on cite, et à juste titre, et il faut le faire, Césaire, Chamoiseau, Glissant, Condé, etc. Et il faut le faire. Ce sont des piliers, des références intellectuelles et éthiques. Mais il y a de véritables talents dont aujourd'hui on parle moins, ou en tout cas on les évoque moins. Personne ne sait que, ou peu le savent, que l'artiste français de la Biennale de Venise est un Antillais. On ne se rappelle pas que la ville de Paris a organisé ces nuits blanches autour des Outre-mer. Nous avons tous ces éléments. Je n'oublie pas ceux liés à la mémoire, ou la mémoire lourde, qui est celle de l'esclavage. Et il faut relancer là toute une série de projets. Mais nous pouvons aussi avancer sur ces sujets-là, et je veux que cette maison également soit habitée par cette culture dynamique. Et je veux que cette ouverture soit un des symboles d'un changement de dimension. Et à cet égard, je veux remercier ici le président de la République et le Premier ministre, qui sont représentés par le directeur de cabinet du président et par son conseiller chargé des Outre-mer, pour le Premier ministre, qui ont fait des Outre-mer une préoccupation centrale de l'action du gouvernement, une priorité en me plaçant à la tête d'un ministère d'État. Être ministre des Outre-mer est une immense fierté, est une grande responsabilité. Je ne suis pas le Premier ministre d'État chargé des Outre-mer. Je marque une différence dangereuse avec le Premier ministre. Ça faisait très longtemps, en tout cas, qu'il n'y avait pas eu un ministre d'État, c'était Pierre Messmer. Mais celui-ci n'avait pas encore été Premier ministre, donc vous voyez l'avantage compétitif qui est le mien. Et en tout cas, ça ne me donne que des devoirs, que des obligations. Et en tout cas, j'en vois une ambitieuse, je le reconnais, et qui mérite qu'on y mette du contenu, celle de redéfinir
la relation entre la République et ses outre-mer. En tant que ministre d'État et ancien Premier ministre, je mesure vraiment l'engagement et pleinement que cela implique. Et j'ai accepté cette mission parce que c'est une mission, car je suis convaincu que nous devons aussi rebâtir, une relation de confiance basée sur le dialogue et l'action, et pour répondre à une forme de sentiment d'abandon, en tout cas de distance qui s'est créée, et parfois une forme d'énervement à juste titre vis-à-vis d'une forme d'infantilisation dans lequel, différents niveaux, on peut traiter les territoires d'outre-mer et nos compatriotes ultramarins. Et nous avons de ce point de vue-là tous un rôle à jouer dans cette œuvre commune, et moi je souhaite que vous en soyez non seulement les témoins, mais aussi les acteurs. Et je suis résolu en tout cas à agir dans cette perspective. Évidemment, il y a les urgences immédiates, vitales, et nous sommes nombreux à y consacrer toute notre énergie. La reconstruction de Mayotte, nous nous y rendons dès demain soir avec la ministre de l'Éducation nationale, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, pour y être jeudi matin. La reconstruction, la refondation de Mayotte est une impérieuse nécessité, pour les Mahorais d'abord, Madame la députée, mais pour la France tout simplement. D'abord parce que les Mahorais sont profondément attachés à la France, mais parce que le monde nous regarde sur notre capacité à reconstruire et à refonder. Alors il y a des lois, il y a des actions en cours, je ne veux pas allonger mon propos, mais c'est une priorité, et surtout que Mayotte ne sorte pas des écrans. Et notre présence régulière, l'action de l'État, la réponse surtout aux Mahorais, doit le démontrer. L'autre priorité, c'est bien sûr le chemin d'un avenir commun en Nouvelle-Calédonie. Et un travail que nous devons mener avec un grand esprit de responsabilité. Et dès la semaine prochaine, nous commencerons des discussions bilatérales dans cette même maison avec l'ensemble des partenaires politiques. Il y a eu et il y a un avant et un après 13 mai 2024. Personne ne peut le nier. Bien sûr, moi je me place dans la continuité, je l'ai dit ici au moment de la passation de pouvoir, avec François-Georges Buffet, qui avait déjà bien travaillé au cours de ces derniers mois, notamment sur ce dossier, dans la continuité de Michel Rocard et Lionel Jospin, avec qui j'ai travaillé, ou de l'action qui fut la mienne comme chef du gouvernement. Là aussi, ça m'oblige. Mais je sais que le chemin va être difficile, parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu des morts, le sang a coulé, et nous devons repartir sur des bases saines, en rappelant que nous venons des accords de Matignon, et plus particulièrement de Nouméa, et que cela nous oblige. C'est un socle sur lequel nous devons avancer, et que l'émancipation, la décolonisation, l'autodétermination sont des mots qui sont désormais dans ces accords de Nouméa, et donc dans la constitution de notre pays. Nous ne devons pas l'oublier. Mais moi, je prendrai mes responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. C'est la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre. Et il nous faudra trouver un accord. Car sans accord, il n'y a pas d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut reconstruire sur le plan économique et il faut redonner une confiance sur le plan politique. La troisième urgence, c'est la lutte contre la vie chère dans les Antilles. En Guyane, c'est un sujet commun, nous le savons, à tous les territoires ultramarins, sous des formes différentes. C'est un combat de justice sociale qu'il nous faut mener sans tabou pour en finir avec les vulnérabilités laissées par l'histoire, les vulnérabilités économiques. Il faut mettre en place les conditions d'une concurrence juste, loyale. Il faut s'attaquer à des marges aujourd'hui qui n'ont aucun sens et qui créent un sentiment profond d'injustice. Et il faut aussi des projets de transformation économique. Beaucoup de ces territoires ne peuvent pas vivre entre d'un côté une économie de comptoir et de l'autre l'État social. Il faut créer les conditions de quelque chose de nouveau. On ne fera pas en quelques jours. Il y a des atouts bien sûr, mais notamment créant les conditions d'une plus grande autonomie économique, en s'attaquant aux normes, en étant capable d'habiliter mieux, en créant les conditions d'une meilleure intégration dans les espaces régionaux respectifs. Il y a un travail énorme. Mais il y a des combats auxquels je ne renoncerai pas, notamment sans stigmatiser quiconque.
Et nous avons besoin de grandes entreprises qui créent de l'emploi et qui emploient beaucoup de monde. Mais je n'admettrai pas que des grandes entreprises, des grands groupes étouffent l'économie et étouffent à travers des monopoles et en faussant la concurrence les populations. Et je ne céderai à aucune pression de ce côté-là, aucune. Voilà, et je le dirai évidemment à chacun, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, comme davantage, nous ne devons céder en aucun cas à la violence et à l'intimidation. Et je veux que les élus et les partenaires sociaux aient toute leur place. La violence, elle conduit évidemment à l'impasse. Mais les Outre-mer ne se résument pas à ces urgences. Elles sont nombreuses, j'en suis bien conscient. Ce sont aussi des territoires de richesse et d'innovation. Ils nous font rayonner, mais il est temps qu'ils rayonnent aussi ces territoires par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L'allée de la mer que nous allons inaugurer avec le chef de l'État et la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin prochain doit être une occasion incroyable, notamment pour les territoires ultramarins. Puis face au changement climatique, au risque de submersion d'un certain nombre de territoires, la question de la protection des océans, de la biosphère, des atolls. Il y a là une dimension incroyable au-delà de dire que nous sommes présents sur 5 continents et sur 3 océans. C'est une réalité. Mais il y a quelque chose là dont nous devons nous saisir, ce qui rend évidemment ce ministère tout à fait passionnant. Donc nous devons nous inscrire dans cet agenda. Et sur le plan économique, cela offre beaucoup d'opportunités à ces territoires ultramarins. L'Hexagone a tant à apprendre des Outre-mer. La culture de risque face aux conséquences du changement climatique, un sens profond de la solidarité et du vivre ensemble, même si celui-ci peut être mis en cause, nous le savons, mais aussi une capacité de rayonnement dans ces bassins régionaux qui sont stratégiques. Et nous faisons face à des prédateurs, nous faisons face à des adversaires de la France, à des gens qui veulent nous chasser, nous le sentons bien. À Mayotte, avec la proximité des Comores, avec qui il faut rétablir un véritable rapport de force. Nous le sentons aussi en Nouvelle-Calédonie. Nous le sentons aussi, même si je ne veux pas exagérer le rôle, mais c'est une réalité à travers les initiatives d'un pays comme l'Azerbaïdjan et malheureusement avec des élus, des politiques qui participent à ce qu'on appelle le groupe de Bakou. C'est inacceptable de participer à des opérations qui visent tout simplement à affaiblir la France et la République. Qu'il y ait des aspirations d'autonomie et des aspirations indépendantistes, elles existent. Elles font partie du paysage politique d'un certain nombre de territoires. Mais on ne peut pas participer avec des puissances étrangères à la déstabilisation de notre pays. Tout le monde, d'ailleurs, il serait perdant. Donc, voilà, c'est aussi cela, les Outre-mer, face à ce monde, à ces menaces. Et parmi ces menaces, évidemment, il y a des questions d'insécurité, du narcotrafic, notamment aux Antilles et en Guyane. Ça touche évidemment aussi l'Hexagone. Et puis aux questions d'immigration. Nier cette réalité, celle de l'immigration illégale, notamment aujourd'hui à Mayotte, n'aurait aucun sens. Donc si on veut régler les problèmes économiques et sociaux, il faut s'attaquer résolument, avec force et courage, à ces sujets. Diriger ce ministère, c'est au fond avoir la responsabilité, partagée avec beaucoup d'autres, d'une France en grand. Mon engagement est clair, il faut que nous appuyions évidemment sur une administration performante, il faut que nous appuyions sur un budget, il a été préservé, celui de la mission Outre-mer, mais aussi évidemment avec tous les autres ministères. Donc l'interministérialité est ici un élément puissant. Vous pouvez compter sur moi, sur mon équipe qui est dirigée par Christophe Mirmand, qui est un grand préfet, dans un lien très étroit avec le président de la République, le Premier ministre et les autres ministères, parce que c'est comme cela qu'on met en œuvre cette priorité que j'ai évoquée. Moi, je serai un interlocuteur attentif, un partenaire exigeant, un allié déterminé à porter votre voix au plus haut niveau, comme je compte sur vous pour vous mobiliser et travailler à mes côtés, non pas par mes propres responsabilités, mais pour mes propres responsabilités, mais pour celles que j'exerce ici, et le faire sans tabou, avec la volonté de réaffirmer ce lien avec ces territoires
et de lutter contre les inégalités et faire en sorte que les convergences arrivent. En me rendant de nouveau à Mayotte, j'ai à l'esprit ce que me disait un vieil élu qui, dans les années 70, comme d'autres, avait clairement choisi la France une nouvelle fois. Il me disait la France, c'est la liberté. Donc, si nous voulons être au niveau de cette exigence, la liberté, l'égalité, la fraternité, eh bien l'égalité, elle est attendue. Et l'égalité réelle, pour prendre le beau mot de Victorin Lurel, l'égalité réelle. C'est cette convergence sociale qui est attendue, parce qu'il y a une incompréhension sur les décalages qui peuvent exister entre territoires ou entre ces territoires et l'Hexagone. Sacré travail qui nous attend, et je salue Georges Paul Angevin, tous ceux qui ont eu à accomplir ou assumer ces missions. C'est une tâche exaltante, difficile, mais moi j'ai envie de la mener le plus de temps possible. Les Outre-mer, c'est pour cela que je veux mener ce combat, ne doivent plus être perçus comme des périphéries, mais comme des centres de créativité et de rayonnement. Et je veux lutter contre ce sentiment d'abandon et d'éloignement dont je viens de vous faire part, et vous l'avez compris, c'est ma priorité. Moi, je suis convaincu que si nous avons du temps, si nous mettons en place les projets que je souhaite inscrire notamment au comité interministériel des Outre-mer, en étant plus près du terrain, en ayant des projets régionaux qui s'inscrivent dans les espaces naturels de ces territoires, nous serons capables d'écrire une nouvelle page, une page d'espoir, d'action et d'unité autour des valeurs de la République qui nous rassemblent. Je suis convaincu, évidemment, la France a tellement de défis, mais que parmi ces défis, celui que représentent les Outre-mer est considérable. Et au fond, le fait de l'avoir mis aussi haut dans la hiérarchie gouvernementale, c'est un risque, hein, parce que les défis et les problèmes, chacun peut les voir peut-être encore davantage, mais c'est une tâche exaltante, et quand on aime, comme moi, la République et la France, ben, c'est une nécessité d'engagement supplémentaire. En attendant ce travail, en attendant de partager quelques moments de convivialité dans quelques secondes, je vous adresse avec toute mon équipe, autour de Christophe Murmand, avec mon épouse Susanna, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite, de rire, de sourire. Bonne année à tous et à toutes, je vous remercie. Vive les Outre-mer, vive la République et vive la France. Présent pour ces vœux du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, alors, qui a tenu des propos et puis quelques propositions sérieuses, M. Théophile, ce soir, le ministre, pour les Outre-mer. Le ministre était dans son rôle pour souhaiter les meilleurs vœux et puis fixer sa feuille de route. Et donc, si la feuille de route est respectée telle qu'il a égrenée, ben, ce serait une bonne chose, mais il faudrait qu'il ait les moyens. Et donc, nous, parlementaires, nous sommes là pour pousser au Parlement et lui permettre d'avoir les moyens. Faudrait-il que nos amendements soient votés? Et donc nous sommes prêts à l'accompagner s'il a ses ambitions, et nous sommes prêts à participer à ce renouveau s'il le souhaite, qu'il y ait plus de visibilité aux Outre-mer et qu'ils répondent aux préoccupations qu'on connaît. On ne va pas reprendre puisqu'on a l'impression qu'on répète les mêmes choses depuis 30 ans. Et donc passer à l'action définitivement, et même nous prenons, même quand il s'agit des petits pas, mais faudrait-il que les petits pas soient réels? Et donc les parlementaires que nous sommes, nous allons faire le travail, continuer à faire le job, remettre l'ouvrage sur le métier et faire avancer le pays. Mais l'État doit entendre. Notre sénatrice, la sénatrice Catherine Cocon de la Martinique, présente pour ses vœux ici au ministère des Outre-mer par Manuel Valls. Alors, qu'avez-vous retenu de ce discours? Vous savez que la Martinique, évidemment, on parle de la vie chère. M. Valls en a parlé également. Qu'avez-vous retenu, madame? Vous me connaissez, je ne crois pas aux hommes providentiels. Je crois à la mobilisation et à la détermination de peuples au pluriel. Parce que l'outre-mer dans son ensemble, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Je crois qu'il y a des peuples, des pays différents, des cultures différentes, des histoires différentes, des patrimoines différents, et que ça donne cette diversité de peuples et de cultures auxquelles je tiens énormément. Je crois que, certes, le gouvernement peut faciliter, le gouvernement peut initier, le gouvernement peut fluidifier, mais la première des déterminations doit venir de nous-mêmes, savoir ce qu'on veut, comment on veut, et comme dirait le poète, que nous est-il permis d'espérer.
Et c'est là que je trouve qu'on n'est pas encore assez à l'offensive, encore un peu trop dans l'émotion, le regret, l'indignation, et pas assez dans l'action. Et moi, je prône beaucoup l'action dénuée de tout ressentiment, de tout ressenti négatif, et qu'on soit vraiment au rendez-vous de l'histoire en tenant notre plume. Ça ne veut pas dire qu'on est des sécessionnistes, je ne suis pas indépendantiste ni quoi que ce soit. Je crois que la meilleure des solutions, elle ne peut venir que de nous, avec un État qui nous considère sur le même pied d'égalité et qui nous dit « Vous avez raison, on comprend, c'est vous qui vivez là, vous savez de quoi vous parlez. On fera tout pour que sur une table ronde, une table où tout le monde est sur le même pied d'égalité, on puisse vous aider à mettre en œuvre ce que vous souhaitez de meilleur pour vos pays. » Beaucoup d'ultramarins aussi, des personnalités présentes pour ces vœux de Manuel Valls ici au ministère des Outre-mer, Georges Mélane, et puis le président du CREFOM, Daniel Dalin, qui ont suivi tous les deux ce discours. Alors, qu'avez-vous retenu de l'allocution de M. Valls? D'abord, M. Dalin. Oui, une allocution, on va dire, volontariste. Il a dit plein de choses. On ne peut rester insensible à ce qu'il a dit. Mais comme dit le proverbe et comme dit ma grand-mère, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, je demande à voir. Mais on a l'impression que c'est un homme d'action qui a envie de faire bouger les Outre-mer. Est-ce que c'est votre sentiment, Georges Mélane? Alors, je dirais tout simplement les réactions qu'il a données. Je vais dire les mêmes choses que lui. On a entendu des belles choses. Maintenant, on va dire qu'on va voir au pied du mur le maçon. On verra qu'est-ce qu'il va se faire. Mais en tout cas, les idées ne sont pas mauvaises. On va attendre maintenant, Daniel. On attend. Je ne manquerai pas de retourner le voir pour lui poser la question sur la vie chère. Parce qu'il a dit des choses fortes. On va le mettre, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc je vais le solliciter pour savoir qu'est-ce que l'État entend faire pour la vie chère en Martinique. Je vais aussi le solliciter pour qu'il puisse faire cesser le harcèlement policier que subissent les gens du RPRAC. Parce que la cause du RPRAC, c'est une cause juste et qu'il faut qu'il le sache. Donc, quand il parle de paix en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'il parle aussi de paix en Martinique et en Guadeloupe, en faisant de façon à ce que la police cesse le harcèlement auprès des militants. Écoutez, ça se passe très très bien. Je suis entre de bonnes mains avec la société Miss France. Et puis, je découvre un univers auquel j'aurais jamais pensé un jour pouvoir accéder. Et tout se passe très très bien. Alors ce soir, vous participez aux vœux du nouveau ministre Manuel Valls. C'est une grande première pour vous. Et comment vous vivez ces moments en tant que Miss France Miss Martinique? Je le vis avec une énorme fierté et d'autant plus que représenter désormais les Outre-mer en tant que Martiniquaise, c'est un honneur pour moi d'être présente ici et ça a toute son importance. Et puis, je compte bien œuvrer cette année pour qu'on voit la beauté de l'Outre-mer et des ultramarins. Et c'est honorable pour moi d'être ici. Sur vos premières semaines de règne, en fait, comment est-ce que vous aviez appréhendé ça? Et la réalité, finalement, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? J'avais rien préparé. Je n'avais pensé à rien du tout dans ma tête. Je n'avais pas appréhendé quoi que ce soit. Et je me suis juste laissée aller. Et la première semaine a été sportive dans le sens où on ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Mais une fois qu'on est dedans, vraiment, tout se passe très aisément, très facilement. On est accueillis dans de très beaux endroits et vraiment tout va très bien. Vraiment, j'étais pas stressée, je ne le suis pas maintenant, tout va bien. Et à quand le retour en Martinique? Bientôt. Ce sera annoncé en fin de semaine. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, tenez-vous prêts. Parce que je compte bien faire trembler le sol martiniquais. J'ai hâte de retrouver tous les Martiniquais et mon petit doigt me dit que c'est bientôt le carnaval, donc j'espère que depuis l'atterrissage, j'entendrai les tambours du sol martiniquais. Des ultramarins présents ce soir pour ce discours de Manuel Valls à l'occasion des vœux pour 2025. Avec moi, une personne qu'on connaît, elle va se présenter, qui fait également beaucoup de choses. Elle est dans le mouvement associatif et notamment pour gérer un certain nombre de choses qui concernent les femmes. Je me trompe ou pas? Ah non, tu te trompes pas du tout. Alors, je suis présidente du collectif des Outre-mer, de femmes d'Outre-mer et du monde, pardon, accompagnée de ma présidente, Dominique Perron, vice-présidente, autant pour moi, je suis Dominique Perron.
Nous avons mis un nouveau dispositif pour les femmes victimes de violences conjugales, la mallette d'urgence, qui sera bientôt mise en place sur la ville du Lamentin. Nous remercions d'ailleurs le maire Jocelyn Sapotille. En ce qui concerne le discours de M. Valls, que j'ai trouvé un discours très encourageant, un discours rassembleur, et j'espère que qu'il ira au bout de ses promesses, parce que on a envie d'y croire. Voilà. C'est un homme d'action peut-être. C'est un homme d'action, c'est un homme très proche du peuple, c'est un homme qui a du cœur. Donc on a envie d'y croire, donc j'y crois. Voilà. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Vanina. Monsieur Valls a mis des mots sur les mots des AUX, des ultramarins, mais voilà, j'espère qu'il s'engage. Il s'est engagé à aller jusqu'au bout de ces mots. Allons voir s'il va avoir le traitement qu'il faut pour ces mots MAUX. Parce que c'était des mots MOTS, et moi j'ai besoin qu'il aille plus loin que les mots MOTS. 2025, ça sera pour nous, les femmes ultramarines. On y va en force, on y croit, combative et courageuse. On est là, voilà. On a toujours été là, et là maintenant on va nous voir. On a des défis à relever. D'ailleurs, j'invite nos compatriotes le 6 février pour un grand sujet, une grande conférence débat sur l'inceste dans les Outre-mer, qui est un sujet vraiment tabou et que je pense qu'il est temps d'en parler. Voilà. Je suis intervenante en tant qu'avocate au barreau de Paris. Je suis avocate au barreau de Paris et j'interviens le 6 février sur ce sujet qui nous touche profondément. Nous sommes toujours au ministère des Outre-mer pour ces vœux de Manuel Valls ce soir avec des personnes, des Réunionnaises qui ont vécu une histoire dramatique, tragique, on va dire, qui sont présentes aussi. Et satisfaite du discours de Manuel Valls? Totalement, vraiment, on a été très surpris et honorés de ce discours d'investiture qui a eu un mot, qui a consacré un mot pour justement les enfants de la Creuse. Le mot a été dit, le dossier a été évoqué et pour nous c'est extraordinaire que dans un discours d'investiture on ait parlé de nous. Nous sommes très 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 heureux et nous sommes tous représentants de la Creuse. Ça ne fait que, comment on peut dire, nous redonner confiance. Et je dirais que là où on a vraiment été surpris, c'est que le ministre des Outre-mer, M. Valls, a pris conscience qu'on avait un gros dossier sur les enfants dits de la Creuse et il a déjà été mis au courant ou informé par son cabinet qu'il y avait peut-être une deuxième résolution en préparation. Donc ça veut dire qu'on a bon espoir d'obtenir, on espère cette année en 2025, une deuxième résolution au niveau de l'Assemblée nationale qui nous permettent justement d'avancer encore plus dans le dossier. De réparer tout cela. Oui. On connaît l'histoire, mais c'est vrai, c'est plutôt très triste, hein, très émouvant. Moi, j'étais là il y a quelques années. Cette page et qu'on puisse vieillir dans le bien-être, dans l'apaisement. On en a besoin. D'autant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Des mémorials, c'est très important pour nous. Il y a une reconnaissance des choses. Oui, il y a eu beaucoup de reconnaissance, des mémoriaux qui ont été conçus. Voilà, on a des documentaires, des livres qui sont sortis. Mais là, c'est vrai que ça a été un très grand moment pour nous et on remercie le ministère des Outre-mer, Manuel Valls en particulier. Et je dirais que la plus grande satisfaction, je dirais, pour l'ensemble des ultramarins et surtout des Réunionnais pris dans cette tourmente, c'est que le pardon de la gouvernance et de la République puisse être émis justement après ces négociations. Parce qu'on est dans le consensus, on est là pour l'histoire et on la diffuse intergénérationnellement parlant auprès des écoles. Pas plus tard que hier, nous étions dans une école sur La Réunion pour expliquer et faire en sorte que notre message passe au niveau de la jeunesse. C'est à travers la jeunesse et notre peuple réunionnais qu'on puisse justement aborder ces choses sereinement et plutôt tranquillement. Une histoire qui ne doit pas être oubliée en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci la parole. Merci beaucoup. Et bonne année alors du coup. Ah oui. O-News Radio sur outremernews.fr.